Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un genre et registre littéraire, le fantastique. Qu'est-ce que le fantastique? Malgré l'usage courant qu'on fait du mot, Harry Potter par exemple ou Le Seigneur des Anneaux ne sont pas des œuvres fantastiques, bien au contraire. Elles ressortissent au genre du merveilleux, ce genre d'histoire qui se déroule dans un monde différent du monde réel, un monde où la magie, les monstres, le surnaturel existent. Le fantastique, au contraire, se déroule dans un cadre réaliste. Prenons la définition qu'en donne Tsvetan Todorov, un critique littéraire, dans son introduction à la littérature fantastique parue en 1970. Dans un monde qui est bien le nôtre, celui que nous connaissons, sans diable, sylphide ni vampire, se produit un événement qui ne peut s'expliquer par les lois de ce même monde familier. Celui qui perçoit l'événement doit opter pour l'une des deux solutions possibles. Ou bien il s'agit d'une illusion des sens, d'un produit de l'imagination, et les lois du monde restent alors ce qu'elles sont, ou bien l'événement a véritablement eu lieu, il est partie intégrante de la réalité, mais alors cette réalité est régie par des lois inconnues de nous. Ou bien le diable est une illusion, un être imaginaire, ou bien il existe réellement, tout comme les autres êtres vivants, avec cette réserve qu'on le rencontre rarement. Le fantastique occupe le temps de cette incertitude. Dès qu'on choisit l'une ou l'autre réponse, on quitte le fantastique pour entrer dans un genre voisin, l'étrange ou le merveilleux. Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel. On voit bien d'après cette définition qu'il est essentiel que le fantastique prenne place dans un cadre réaliste, car c'est justement cette hésitation entre deux explications, rationnelles et irrationnelles, ce moment où les frontières de notre réalité ne sont plus si sûres, qui constitue l'essence et l'intérêt de ce genre, l'exploration des limites du réel. Nous y reviendrons. On reconnaîtra donc tout d'abord un récit fantastique parce qu'il prend place dans un cadre réaliste. Pour ce faire, l'auteur use, comme dans les récits réalistes, des faits réels, selon l'expression de Roland Barthes, c'est-à-dire de détails qui font vrai, tels que des dates, des lieux réels. Prenons l'exemple de la nouvelle Apparition de Maupassant qui sera notre référence tout au long de cette vidéo. Voici l'ouverture de la nouvelle. On parlait de séquestration à propos d'un procès récent. C'était à la fin d'une soirée intime, rue de Grenelle, dans un ancien hôtel, et chacun avait son histoire, une histoire qu'il affirmait vraie. Alors le vieux marquis de la Tour Samuel, âgé de 82 ans, se leva et va s'appuyer à la cheminée. Ce qui donne l'air vrai à cette histoire, ce sont donc ces effets de réel, tels que la mention d'une rue qui existe vraiment, la rue de Grenelle, la mention d'un âge, 82 ans, et puis des petits détails dans les gestes du personnage qui font vrai, tels que s'appuyer à la cheminée. Mais l'auteur renforce aussi l'impression de vécu par l'usage de la première personne et la présentation du récit comme un témoignage, comme celui du marquis de la Tour Samuel qui va devenir le narrateur une fois le récit cadre posé. Moi aussi, je sais une chose étrange, tellement étrange qu'elle a été l'obsession de ma vie. Voici maintenant 56 ans que cette aventure m'est arrivée, et il ne se passe pas un mois sans que je la revoie en rêve. Donc le vécu est ici mis en exergue par l'usage de la première personne. Le narrateur insiste en outre sur la véracité de son histoire. Je vais vous dire l'aventure telle qu'elle, sans chercher à l'expliquer. Il est bien certain qu'elle est explicable, à moins que je n'ai eu mon heure de folie. Mais non, je n'ai pas été fou, et je vous en donnerai la preuve. Imaginez ce que vous voudrez, voici les faits tout simples. Cependant, il faut bien sûr qu'il se produise un événement surnaturel pour qu'on puisse parler de fantastique. Dans Apparition, par exemple, c'est l'apparition de la femme dans la chambre. Cet événement surnaturel, quand bien même sa nature surnaturelle serait remise en cause, doit frapper l'imagination, en faisant appel à des images renvoyant à notre inconscient collectif. L'auteur usera donc d'une description saisissante, riche en images. C'est ce qu'il fait, par exemple, par la description des cheveux de la femme qui lui apparaît. Pourquoi ai-je reçu en frissonnant ce peigne? Et pourquoi ai-je pris dans mes mains ces longs cheveux qui me donnèrent à la peau une sensation de froid atroce, comme si j'eusse manié des serpents? Le froid, la comparaison avec les serpents, vient tout de suite éveiller chez nous des images de mort et même de tentation. Je la peignais, je maniais je ne sais comment cette chevelure de glace, je la tordis et je la renouais et la dénouais.
Je la tressais comme on tresse la crinière d'un cheval. Elle soupirait, penchait la tête, semblait heureuse. Comme il l'écrit un peu plus loin. Mais ce surgissement du surnaturel a été préparé en amont par une altération du cadre réaliste qui s'est subrepticement teinté de mystérieux. Ainsi, par exemple, la description du manoir. Le manoir semblait abandonné depuis 20 ans. La barrière, ouverte et pourrie, tenait debout on ne sait comment. L'herbe emplissait les allées. On distinguait plus les plates-bandes du gazon. Ainsi, donc, la description du manoir comme d'une ruine vient préparer le mystère. Plus loin, c'est la description de la chambre. L'appartement était tellement sombre que je n'y distinguais rien d'abord. Je m'arrêtais, saisi par cette odeur moisie et fade des pièces inhabitées et condamnées, des chambres mortes. La description de la chambre, donc, par la mention du moisi, du froid, de l'obscurité, nous prépare au surgissement d'un événement surnaturel. Mais pour que nous, lecteurs, puissions faire pleinement cette expérience du fantastique, encore faut-il nous faire ressentir la peur. C'est ce que nous allons vivre en nous identifiant au narrateur personnage qui ne fait que nous évoquer sa peur, tout d'abord par le développement d'un champ lexical de la peur nombreux. Le marquis de la Tour Samuel évoque ainsi sa peur, son empreinte de peur, l'horrible épouvante qu'il a vécue, la panique des batailles qu'il ressent au moment de l'apparition. Mais il évoque aussi toutes les manifestations de la peur par des comparaisons qui vont favoriser l'identification du lecteur. Les bruits inattendus me font tressaillir jusqu'au cœur. Les objets que je distingue mal dans l'ombre du soir me donnent une envie folle de me sauver. Ou plus loin, oh, personne ne peut comprendre à moins de les avoir ressentis, ces épouvantables et stupides terreurs. L'âme se fond, on ne sent plus son cœur, le corps entier devient mou comme une éponge, on dirait que tout l'intérieur de nous s'écroule. L'imagination du lecteur est donc sollicitée parce qu'on fait appel à lui, non seulement en étant appelé explicitement, personne ne peut comprendre à moins de les avoir ressentis, et par l'utilisation de métaphores susceptibles de convoquer notre imagination. L'âme se fond, mou comme une éponge, on dirait que tout l'intérieur de nous s'écroule. Enfin, comme l'a mis en avant Todorov, le fantastique repose sur le principe d'hésitation. L'hésitation, d'abord, entre deux explications possibles. Ainsi, la chute de la nouvelle de Maupassant n'apporte aucune réponse. Et, depuis 56 ans, je n'ai rien appris, je ne sais rien de plus. C'est ainsi que se termine la nouvelle. Il y a donc deux explications possibles. Rationnelle, le narrateur a été le jouet d'une hallucination, rien de ce qui s'est passé n'a existé réellement, ou irrationnelle, il aurait donc bien vu un fantôme. Cette hésitation est travaillée tout au long du récit par de nombreux modalisateurs qui signifient l'incertitude du personnage, à la fois sûr de ce qu'il a vécu et incertain quant à la nature de ce qu'il a vécu. Je sais, puis il est bien certain que, au contraire, à moins que... Et ces modalisateurs se concentrent à la fin du récit quand ils viennent se mélanger, exprimant à la fois la certitude et l'incertitude du narrateur quant à son expérience. Alors, pendant 1 heure, je me demandais anxieusement si je n'avais pas été le jouet d'une hallucination. Certes, j'avais eu un de ces incompréhensibles ébranlements nerveux, un de ces affolements du cerveau qui enfantent les miracles à qui le surnaturel doit sa puissance. Et j'allais croire à une vision, à une erreur de mes sens, quand je m'approchai de ma fenêtre. Mes yeux, par hasard, descendirent sur ma poitrine. Mon aullement était plein de longs cheveux de femme qui s'étaient enroulés au bouton. C'est qu'en effet, ce n'est pas un hasard si ce genre, hérité du roman gothique anglais, du roman noir, des genres plus proches du merveilleux et qui avait surtout pour but d'exciter chez le lecteur son goût du macabre, prend son essor en plein réalisme, sous la plume d'écrivains réalistes tels que Maupassant. C'est en effet qu'il permet d'explorer, par l'usage de la focalisation interne ou de l'emploi d'une narration à la première personne, il permet donc
d'explorer les limites du réel et nous fait entrer dans l'intériorité complexe d'un narrateur, voire narrateur-personnage, qui permet d'explorer les failles de notre perception du monde et la porosité qu'il y a entre folie et vérité.